comme tant d'autres l'ont dit tout à l'heure, puisque ce sera la PMA qu'on sera obligé d'accepter. D'ailleurs, ne soyons pas hypocrites, elle existe déjà, la PMA. Elle est déjà appliquée en Belgique, en Espagne ou dans d'autres pays. Et nous avons donc des femmes qui reviennent avec des enfants qui ont été conçus à l'étranger en violation de notre loi française, qui était une loi qui n'était pas si mauvaise que cela, puisque la PMA prévoyait d'être appliquée uniquement aux parents stériles ou aux parents qui risquaient d'avoir un enfant qui aurait une tare génétique venue de l'union de ses parents. Voilà, donc cela nous impose aussi de réfléchir à nouveau là-dessus, c'est-à-dire de réexaminer cette question de ces enfants qui existent et dont on ne peut pas nier l'existence. J'en reviens aussi, sans aller dans le sens de Madame le garde des Sceaux, à la sonnette d'alarme qu'avait tirée M. Baudis en tant que défenseur des droits sur effectivement la situation de quelques enfants sans droit qui étaient issus de la GPA, qui n'ont pas de droit, qui ne sont pas reconnus, etc. Et là encore, nous devrions nous pencher sur cette question parce que c'est une vraie question. Et là encore, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'intérêt des parents, c'est l'intérêt de l'enfant que nous devons avoir en permanence à l'esprit. Alors, j'en reviens aux deux sortes d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière, c'est créer totalement une famille pour un enfant qui n'en a pas. C'est le couper complètement de ses origines qu'il n'aura pas à retrouver, puisque c'était ça le but de l'adoption plénière. L'adoption simple, c'est une toute autre nature. Et je rappelle que l'adoption simple était extrêmement répandue jusqu'à la guerre de 1914, en fait. L'adoption simple, c'est permettre la transmission du patrimoine, et du patrimoine parfois affectif, comme par exemple le nom ou le titre de noblesse, puisque c'était la noblesse qui l'utilisait souvent, qui permettait de transmettre par conséquent un héritage, mais c'était uniquement cela qui était l'élément principal. Alors le fisc a trouvé ça très intéressant, parce que le fisc a pensé que l'adoption simple, il n'y avait pas de sentiments derrière, ce n'était pas une adoption plénière, par conséquent, on pouvait taper dessus au point de vue fiscal. Et donc nous avons, avec l'adoption simple, un désengagement par rapport à celle-ci, parce que fiscalement, elle n'est pas intéressante, puisque fiscalement, au moment de l'héritage, on va payer la grosse somme et on n'est pas du tout assimilé, là il y a une violation à mon avis de la loi, on n'est pas du tout assimilé à un enfant comme les autres, puisqu'on n'est pas soumis aux mêmes règles fiscales. Donc il y a là un élément qui fait qu'on s'est détourné de l'adoption simple. Et je me tourne vers vous pour vous dire que, heureusement, l'adoption simple existe. Parce que, heureusement, grâce à l'adoption simple, un certain nombre de couples homosexuels ont pu avoir une double parenté. Car il y a des mères qui ont un enfant et dont leur conjointe a adopté par l'adoption simple l'enfant de leur conjointe. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, il est vrai, mais ça existe et c'est faisable. Ça démontre... Alors, il y a un inconvénient dans l'adoption simple, c'est que normalement, l'autorité parentale passe à l'adoptant. Et donc, on n'a pas prévu les conséquences de cette adoption simple si on l'a généralisée. Alors, j'en viens donc au fond de l'affaire. Il devient nécessaire de revoir, de repenser l'ensemble de notre système de l'adoption. Parce que, je vais prendre un exemple que je connais bien. C'est le cas d'amis intimes de mes enfants. Lui est homosexuel et il vit en couple avec un autre. Elle est homosexuelle, elle vit en couple avec une autre femme. Ils ont tous les deux un enfant qui est âgé de 8 ans. Je ne vais pas vous donner son prénom, mais je le connais. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait, le garçon et la fille, un enfant par insémination artificielle. Et résultat, il y a 2 pères et 2 mères. Et tous les deux sont venus me voir en me disant « Nous, on veut adopter l'enfant », qui d'ailleurs vit en régime partagé entre le père et la mère. Ils vivent à côté l'un de l'autre. Bon, il n'y a pas de problème dans ce domaine. Mais ça, ce n'est pas possible, même dans le texte de loi qu'on nous propose. Il ne peut pas y avoir, dans un cas, puisque cet enfant a un père génétique, une mère génétique, il ne peut pas y avoir, dans ce cas, d'adoption possible. Alors j'en viens à la profonde inégalité qu'il y a dans ce texte et qui, à mon avis, relève de l'inconstitutionnalité. En effet,
ce texte va nous créer au moins 3 catégories d'enfants. Les enfants qui pourront faire l'objet d'une adoption plénière. Il y en a peu. Il y en aura tout de même quelques-uns. Les enfants qui ne pourront faire l'objet que d'une adoption simple. Et aussi, dernier cas, les enfants, toujours dans des couples homosexuels, qui ne pourront faire l'objet d'aucune adoption, parce qu'ils auront les 2 géniteurs qui sont nécessaires. Et alors, ça me permet d'arriver à l'inconstitutionnalité majeure de l'ensemble de ce texte. Il y a non seulement ce principe d'égalité qui est rompu dans cette histoire d'adoption, avec en plus toute une série de conséquences juridiques que vous avez entrevues dans ce que je viens de dire, mais il y a aussi autre chose. C'est que le mariage, et si le doyen Capiton était là, il l'aurait affirmé encore plus fort que moi, le mariage, ce n'est pas une loi parmi d'autres. Le mariage fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et par conséquent à valeur constitutionnelle. Par conséquent, on peut remettre en cause le mariage, mais on ne peut le remettre en cause que par la Constitution. C'est ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, la Cour constitutionnelle espagnole a rendu, il y a maintenant à peu près 2 mois, son arrêt sur la constitutionnalité du mariage homosexuel en Espagne. Et la Cour constitutionnelle a répondu que le mariage pouvait être modifié parce que la Constitution avait prévu que le législateur pouvait modifier le mariage dans son article, si mes souvenirs sont exacts, 32 ou 36. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, c'est effectivement un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Parce que depuis 2 siècles, on n'a pas touché à la définition du mariage que je citais tout à l'heure, l'union d'un homme et d'une femme pour créer une famille. On n'a pas touché à cela. Il y a une pérennité de cette institution. Et cette pérennité, cette constance, ont fait que le mariage devient en réalité une institution de nature constitutionnelle. Cela fait partie de ce que le doyen Duguy appelait la constitution sociale de la France, c'est-à-dire quelque chose auquel on ne peut pas toucher à moins véritablement de modifier le contrat social qui nous unit tous, c'est-à-dire que le mariage fait partie de ce contrat social. Et j'irai même plus loin. Quand on relit l'article 34 de la Constitution, est-ce qu'il est dit que le législateur a le droit de toucher au mariage? Pas du tout. L'article 34 de la Constitution nous dit la chose suivante: le législateur fixe les règles concernant, non pas le mariage, mais les régimes matrimoniaux, et seulement les régimes matrimoniaux. Est-ce que cela veut dire que du même coup, c'est le gouvernement, avec le pouvoir réglementaire, qui pourrait toucher au mariage? Bien sûr que non. C'est bien évident. Par conséquent, nous sommes bien là dans un domaine de droit constitutionnel. Le jour où le constituant dira que le législateur peut toucher au mariage, nous pourrons modifier l'adage anglais selon lequel le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme. Nous pourrons dire le Parlement peut tout faire, y compris changer un homme en femme. Enfin, je voudrais insister sur quelques lacunes du texte. Je me souviens que lorsque nous avions discuté du PACS, et je retrouve Jean-Pierre Michel qui était à ce moment-là le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale alors que je l'étais au Sénat, nous avions soulevé auprès de Madame le garde des Sceaux de l'époque le problème qui n'est pas toujours réglé véritablement de façon satisfaisante, qui est le problème des droits des beaux-parents, le problème des droits des ascendants, le problème des droits de tous ceux qui ont participé à l'éducation, à l'encadrement, à la formation des enfants. Là encore, c'est l'intérêt général de l'enfant que je recherche. Ce n'est pas autre chose. On n'a toujours pas ce texte. Alors je sais qu'il y a un amendement de notre rapporteur sur cette question, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que ceux qui véritablement se sont attachés au développement de l'enfant puissent avoir des droits qu'à l'heure actuelle, notre législation ne reconnaît pas.
Alors voilà donc l'un des éléments sur lesquels je pense qu'il est nécessaire d'attirer votre attention. Mais il y a aussi une autre idée. À l'époque de François Mitterrand, on a recréé une institution qui datait de la Révolution française. Cette institution, c'est le parrainage civil. Et dans le parrainage civil, il y a un certain nombre de choses qui sont dites, c'est-à-dire que le parrain ou la marraine s'engage à suppléer aux parents en cas de défaillance de celui-ci. Et bien, par conséquent, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un peu plus le parrainage civil pour répondre justement à ce besoin qu'ont les conjoints dans un couple homosexuel ou dans un couple hétérosexuel éventuellement? Voilà quelques pistes sur lesquelles nous devons nous engager. Cela veut dire que tout ce qui concerne l'adoption n'est pas au point, il faut le revoir. Cela veut dire que tout ce qui concerne la délégation de l'autorité parentale n'est pas au point, il faut le revoir. Cela veut dire qu'il faut repenser également le statut des parrains et des marraines dans le parrainage civil. Voilà toute une série de pistes à explorer. Alors, je rappelle que notre point de vue est simple. Nous sommes pour l'union civile. Nous sommes pour faciliter l'adoption simple, mais pas pour faciliter l'adoption plénière. L'adoption plénière ne peut pas être appliquée en l'espèce. Par conséquent, nous proposerons des amendements dans ces deux sens. Mais si ces amendements ne sont pas acceptés, eh bien, nous serons obligés de voter contre l'ensemble de ce texte. Et puis, avant d'en arriver là, je voudrais tout de même rappeler que nous allons déposer 3 motions de procédure. La première motion, ce sera la motion d'irrecevabilité, parce que nous sommes convaincus qu'il y a suffisamment de causes d'inconstitutionnalité à l'intérieur de ce texte. Nous déposerons ensuite une motion de renvoi en commission, parce que, comme on l'a démontré, il y a un certain nombre de points qui restent obscurs. Je ne suis pas rentré dans le détail de chacun des points. Je ne suis pas rentré dans le problème de l'état civil qui va faire éclater la tête de la plupart des maires. Mais on garde la suite dans la suite des débats. Mais là encore, le renvoi en commission se justifie pleinement parce que nous estimons ce texte incomplet et non terminé. Et puis enfin, nous déposerons une motion préalable parce que nous estimons que la concertation qui était nécessaire dans cette affaire n'a pas eu lieu et qu'il est toujours temps de la reprendre. Merci.